Et 13h à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Paris Direct se poursuit. Voici tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. Les tensions russo-ukrainiennes examinées en ce moment à Stockholm. Anthony Blinken rencontre son homologue Sergei Lavrov. Russes et Américains doivent engager une désescalade. Dans la rhétorique d'abord, ces derniers jours, les deux pays n'ont fait que se renvoyer la balle, vous verrez. Test renforcé exigé dès la semaine prochaine aux États-Unis pour les voyageurs entrant dans le pays. Nouvelle mesure décidée face à la propagation d'Omicron, les nouveaux variants qui continuent de se propager. En attendant d'y voir plus clair sur les risques réellement posés, les États se barricadent. L'Allemagne notamment doit décider cet après-midi d'un nouveau tour de vis. Et puis bientôt la fin du suspense pour la droite française. Les Républicains désignent en ce début d'après-midi les deux finalistes de leur primaire. Depuis hier, les 140 000 adhérents au parti votent par voie électronique. Qui de Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou encore Philippe Juvin arrivera au second tour. Élément de réponse bientôt. On va décrypter tout cela évidemment avec Marc Perelman. La Russie est-elle réellement sur le point d'envahir l'Ukraine ? Les tensions entre Kiev et Moscou font l'objet depuis ce matin de nouveaux entretiens. Anthony Blinken rencontre actuellement son homologue russe Sergei Lavrov à Stockholm. Le chef de la diplomatie américaine qui avait mis en garde hier le Kremlin évoquant d'éventuelles sanctions en cas d'incursion, ce à quoi la partie russe a répondu tout à l'heure. Écoutez. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Voilà pour ces premiers échanges à un niveau de tension extrême, je vous le disais, entre les deux parties. Écoutez l'analyse depuis Moscou de notre correspondant Paul Gogo. Et ça fait plusieurs jours que l'on voit, que ça vienne du Kremlin ou du ministère des Affaires étrangères, des déclarations dans les fils de dépêche des agences d'État russes qui se multiplient, des déclarations alarmistes qui parfois accusent l'Ukraine de déployer des hommes sur le front du Donbass, parfois se défend face aux accusations de l'OTAN d'être en train de déployer ou de planifier une attaque contre l'Ukraine. Mais il y a en tout cas de très nombreuses déclarations. Il y a, on ne sait pas, peut-être une volonté de vouloir faire monter la tension d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a eu des déclarations, comme vous venez de le rappeler, de la part de l'OTAN, mais aussi des Américains assez fortes, qui estiment que la Russie serait prête à envahir ou du moins attaquer l'Ukraine. Toutes ces déclarations semblent plutôt être liées à une sorte de volonté de répondre diplomatiquement d'un point de vue géopolitique à toute une liste d'accusations qui ont pu être faites à l'encontre de la Russie, parce que sur le terrain, il y a bien des hommes qui sont déployés en ce moment, depuis quelques jours, à proximité de la frontière ukrainienne, mais rien de comparable avec ce qu'on avait pu voir il y a quelques mois, par exemple. Il y a eu des menaces à peine voilées diffusées par certains médias russes ou certains politiciens russes, mais encore une fois, on sait que ça ne vaut pas forcément valeur d'acte de quelque chose qui aura lieu. C'est un rapport de force plus concret que jamais entre la Russie et l'OTAN, entre la Russie et les États-Unis. On a vu qu'hier, un dialogue improvisé entre Vladimir Poutine et le responsable de l'OTAN s'est fini sur une impasse, avec une impossibilité de discuter, un désaccord profond. Et bien c'est ce désaccord dont il est question aujourd'hui à Stockholm entre les deux responsables de la diplomatie russe et américain. Dans une rare instance, il faut le rappeler, l'OSCE, puisque c'est le cadre de cette rencontre, dans lequel la Russie et les États-Unis sont encore tous les deux présentes.
Voilà, la Russie qui vient par ailleurs de réimposer 2 semaines de quarantaine à l'arrivée sur le territoire pour les voyageurs en provenance de certains pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud. C'est l'autre source d'inquiétude du moment. Le variant Omicron qui poursuit sa progression dans le monde. Un premier cas a été identifié ce matin en Île-de-France. Mais la région parisienne est loin d'être un cas isolé. De plus en plus de pays recensent, identifient des premiers cas et décident tour à tour de verrouiller leurs frontières. Tour d'horizon de ces derniers tours de vie s'engager avec Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern, but it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch, appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Et la Maison-Blanche a finalement dévoilé une série d'initiatives. Aucune nouvelle mesure de nature contraignante pour les citoyens américains directement. L'administration Biden compte davantage, on vous le disait à l'instant, sur le renforcement de dispositions déjà existantes. On a appris notamment le renforcement, c'est confirmé, pour entrer aux États-Unis, des tests, et ce, à compter de la semaine prochaine. La question de la vaccination obligatoire qui se pose également en France et au sein de l'Union européenne, alors qu'en Allemagne, les Allemands semblent peu à peu avancer sur cette question. Ursula von der Leyen se disait hier favorable à ouvrir des discussions sur le sujet outre-Rhin, où la situation sanitaire a connu ces derniers jours une timide amélioration. Elle reste pourtant globalement alarmante. Le point tout de suite avec Anne Maillet. En Allemagne, le taux de vaccination dépasse à peine les 68%. Donc, dans un premier temps, le nouveau gouvernement allemand qui va entrer en fonction la semaine prochaine prévoit 30 millions de vaccinations initiales, secondaires et de rappel d'ici à Noël pour augmenter la couverture vaccinale de la population. Les pharmaciens devraient être appelés à participer à cette campagne de vaccination, ce qui, contrairement à la France, n'était pas le cas jusqu'ici en Allemagne. Et puis, au-delà de cette campagne de vaccination renforcée, une vaccination obligatoire doit effectivement faire rapidement l'objet de débats au Parlement. Alors c'est un sujet très sensible en Allemagne. Rappelons qu'il s'agit d'un pays qui a fait l'expérience de 2 dictatures au XXe siècle. Et en RDA, par exemple, l'ex-Allemagne de l'Est, plusieurs vaccins étaient obligatoires pour étudier, pour pratiquer certains métiers. Et c'est justement dans ces régions d'ex-Allemagne de l'Est que le rejet de la vaccination est particulièrement fort. Reste que les sondages effectués ces derniers jours en Allemagne montrent qu'environ 2/3 des personnes interrogées se montrent désormais favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid. Ce n'était pas du tout les mêmes chiffres il y a encore un an. Celle-ci pourrait entrer en vigueur dès le mois de février, selon le futur chancelier Olaf Scholz. À bientôt la fin du suspense pour la droite française. Les Républicains désignent en ce début d'après-midi les 2 finalistes de leur primaire. Depuis hier, les 140 000 adhérents au parti votent par voie électronique. Alors qui de Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou encore Philippe Juvin arrivera au second tour? On en parle avec vous, Marc Perelman. Bien heureux celui qui serait capable de répondre à cette question, tant le suspense reste entier, même à moins d'1 heure de la réponse. Absolument. Si je vous dis que je connais le vainqueur, vous pourrez me dire que je suis un menteur parce
parce que c'est impossible de prévoir. Pourquoi ? Parce que c'est un format inédit, ce vote par les adhérents, surtout que les adhérents étaient encore moins nombreux il y a quelques semaines. Là, il y a eu une espèce de rush pour pouvoir voter. Il y a environ 140 000 votants. Il y en aura sans doute qui seront disqualifiés. Mais au-delà de 100 000, ce qui est déjà quand même un succès, évidemment, ça n'a rien à voir avec la précédente primaire. En 2016, il y avait une primaire ouverte. Il y avait eu plus de 4 millions de personnes qui avaient voté finalement en faveur de François Fillon. Là, l'enjeu, c'est déjà d'avoir réussi à ne pas se diviser, à ne pas avoir deux candidats, parce que là, il est acquis qu'on aura les deux finalistes cet après-midi et le vainqueur, normalement, samedi. Donc c'est déjà une bonne chose pour les Républicains parce que on se souvient que l'un des candidats, Xavier Bertrand, avait refusé. Il avait dit « Je vais directement à la présidentielle, je ne veux pas avoir de primaire ou de vote par un congrès ». Finalement, il est résigné, il est derrière moi, ainsi que Valérie Pécresse, qui avait quitté les Républicains et qui finalement a accepté de revenir pour se soumettre à la bénédiction des adhérents du parti. Alors c'est vrai que du coup les deux sont souvent mentionnés comme potentiels favoris, mais il y a aussi Michel Barnier, l'ancien monsieur Brexit, qui a voulu prendre ses distances pendant cette campagne avec son passé européen pour montrer qu'il était un petit peu un vieux sage, une sorte de Joe Biden à la française. Et puis il y a celui qu'on n'attendait pas, Éric Ciotti, c'est la ligne droitière, vraiment assumée telle quelle. Il a été assez à l'aise dans les débats. Et il y a celui qu'on peut considérer quand même comme un outsider, Philippe Juvin, qui est maire d'une ville proche de Paris, mais qui surtout a été très présent parce qu'il est médecin et la crise du Covid l'a un petit peu propulsé sur le devant de la scène. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est impossible de dire qui va sortir du chapeau, mais les Républicains peuvent se féliciter au moins d'avoir un scrutin bien ordonné et ils auront un ou une candidat pour la présidentielle. Voilà, qu'on les a vus éviter de s'écharper pendant cette campagne et pendant les nombreux débats. L'histoire n'a pas toujours été celle-là. Qui étaient organisés, effectivement. Il faut le rappeler. Samedi, on sera donc fixé. Annonce du candidat officiel lors du congrès. Et alors là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Il va falloir répondre à toute une série de questions, notamment le positionnement de ce candidat. Évidemment, mais déjà, c'est vrai que ça va être une équation importante et le premier guide de paix, si j'ose dire, ce sera les sondages. Est-ce que le ou la candidate aura véritablement une sorte de dynamique dans les sondages ? Parce que les sondages, en ce moment, montrent Emmanuel Macron à 10 points devant tout un peloton. Alors, il y a Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour et le candidat de la droite qui n'est pas très loin. Donc c'est vrai que pour la droite, le fait que le scrutin soit très ouvert, qu'il y ait beaucoup de candidats à gauche, à l'extrême droite, et un seul véritable finalement candidat de droite, c'est un avantage et ça les met en position parce que les sondages montrent une chose, c'est que si le candidat de droite arrive à se qualifier au second tour, ce qui n'est pas donné, mais c'est une possibilité, c'est celui qui met le plus Emmanuel Macron en danger. Donc, beaucoup de gens donnaient la droite perdue pour cette élection. Ce n'est pas le cas. S'ils arrivent à désigner un vainqueur et qu'il y a une dynamique qui se met en route, tout est possible pour la droite française. Peu de gens auraient parié là-dessus il y a encore peu de temps. Voilà, donc un peu moins de suspense à partir priori de 14h, 14h30, c'est l'horaire qui nous est communiqué. Et puis cette désignation officielle samedi prochain. Merci beaucoup Marc pour le décryptage. Un mot du pape François qui s'est envolé en fin de matinée direction Chypre. Le souverain pontife a quitté Rome tout à l'heure. Un déplacement prévu pour durer 2 jours et pendant lequel il entend bien attirer l'attention sur l'accueil des migrants. L'île méditerranéenne étant confrontée à une importante crise migratoire. Avant ce déplacement, le pape a accepté la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Il avait remis sa démission en novembre dernier après avoir été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. À 35 ans, lui vient de décider de se retirer de la vie politique. Le très sulfureux Sébastien Kurz a mis fin à sa carrière ce matin lors d'une conférence de presse qu'il avait lui-même convoquée. On va retrouver tout de suite notre correspondant Vianney Laurin pour en parler. Vianney, bonjour. L'ex-chancelier autrichien qui vient tout juste de devenir père a expliqué tout à l'heure aux journalistes vouloir se consacrer désormais à sa famille.
Oui, en effet, et c'est une décision inattendue que vient de faire Sebastian Kurz. Le jeune conservateur a annoncé effectivement qu'il renonçait à ses fonctions alors, de chef de l'EVP, le parti conservateur, de chef de son groupe parlementaire, et qu'il se retirait donc de la vie politique. Vous l'avez dit, c'est une décision qu'il justifie par la récente naissance de son fils. Quand il l'a vu, il aurait eu un déclic et se serait rendu compte qu'il y avait également d'autres choses importantes en dehors de la politique. Mais Sebastian Kurz a aussi évoqué les procédures judiciaires qui le visent et qui ont, selon lui, entamé son enthousiasme pour la politique. Alors, on le rappelle, en octobre dernier, il avait déjà dû démissionner car il est visé par une enquête pour corruption. Le parquet soupçonne que de l'argent public ait été utilisé pour lui assurer une couverture médiatique favorable, ainsi qu'à son parti. Et puis, l'ex-chancelier est également soupçonné d'avoir fait de fausses déclarations devant une commission d'enquête parlementaire qui cherchait à savoir s'il était intervenu dans la nomination d'un proche à la tête d'une holding publique. Alors, malgré sa démission en tant que chancelier, l'opposition s'attendait à ce qu'il continue à tirer les ficelles en tant que chef du groupe parlementaire. Mais finalement, Sebastian Kurz a donc annoncé se retirer totalement de la vie politique. Quelles conséquences, Vianney, pour le Parti conservateur ? Eh bien, c'est évidemment un coup dur pour le VOP qui perd le grand artisan de ses dernières victoires électorales. Sebastian Kurz était parfois surnommé le Wunderkind, l'enfant prodige de la politique autrichienne. Avant d'être visé par cette enquête pour corruption, il bénéficiait d'une grande popularité ici en Autriche et avait par 2 fois conduit la liste de son parti vers la victoire lors des élections législatives de 2017 et 2019. Son départ devrait également provoquer des changements au sein du parti. Selon la presse autrichienne, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, qui pourrait reprendre la tête du Parti conservateur. Alors, il est sûr que ce retrait ne va pas faire du bien au Parti conservateur, qui a déjà perdu en popularité ces dernières semaines en raison de sa gestion jugée ratée de la pandémie et de la mise en place d'un 4e confinement général. Merci beaucoup, Vianney.